Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, il y a régulièrement dans le monde des populations qui sont obligées de fuir leur ville ou leur village pour échapper à une catastrophe naturelle, que ce soit un cyclone, des inondations ou la montée de l'océan. Et ces phénomènes se répètent de plus en plus souvent, notamment dans ce que l'on appelle les pays du Sud. Alors, quelles sont les conséquences du changement climatique et des changements environnementaux sur les populations? Quels sont aussi les effets de la croissance démographique sur l'environnement? Voici les grandes questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette émission avec une équipe de l'INED, l'Institut national d'études démographiques. C'est parti, générique. Bonjour Valérie Golaz. Bonjour Fred. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors vous êtes directrice de recherche à l'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques. Vous enseignez à l'AMU, c'est l'Université d'Aix-Marseille. Aix-Marseille Université, tout à fait. En tout cas, merci d'être avec nous. Alors vos recherches portent sur les interactions entre population et environnement. Ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, je travaille à la fois sur les effets de changements environnementaux sur la population, sur les dynamiques démographiques, sur les comportements en fait humains, et aussi sur la relation inverse, c'est-à-dire le rôle que peut jouer la croissance démographique ou les changements de pratiques, de dynamique en fait humaine sur l'environnement. Oui, on peut imaginer par exemple qu'une forte croissance démographique va avoir un impact sur l'environnement, sur les ressources en eau, etc. Voilà, la question c'est de savoir lequel et voilà, dans quelle mesure c'est la croissance démographique qui est responsable de tous les changements qui sont observés. D'accord. Alors l'INED, on s'imagine que c'est un institut qui étudie la démographie surtout en France, mais non, pas uniquement, partout dans le monde. Et vous, Absolument. travaillez en particulier sur des pays d'Afrique de l'Est. Alors l'INED étudie la démographie principalement en France, mais a eu une unité de recherche et d'autres personnes, d'autres chercheurs qui ont des visions et des terrains plus larges à l'international. Moi, je fais partie de l'unité DémoSud, donc qui est démographie des pays du Sud, qui porte spécifiquement sur ce qu'on appelle le Sud aujourd'hui. Moi, mes recherches portent sur l'Afrique de l'Est, effectivement, et Madagascar un petit peu. Ah, Madagascar aussi un peu, Ouais. et sinon Kenya. Surtout le Kenya et l'Ouganda. Et vous avez vécu et fait des recherches en Ouganda. Voilà, j'ai fait des recherches de terrain dans les deux pays, mais j'ai vécu 4 ans en Ouganda, effectivement, dans le cadre d'un accueil à l'IRD. D'accord. Alors on va voir dans cette émission que pour mener vos enquêtes scientifiques, eh bien vous utilisez des statistiques nationales, internationales, vous utilisez aussi des enquêtes sur le terrain, et puis des images satellites. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Absolument. Avec nos invités coup de cœur, qui font partie aussi de l'INED. Mais avant ça, on va revenir sur une question qui revient souvent, peut-être trop souvent, quand on évoque les changements climatiques. C'est ces grands mouvements de migration qu'ils pourraient susciter. Alors, qu'en est-il exactement? Avant de nous répondre avec un œil scientifique, nous, on est allé poser la question à nos concitoyens. C'est un peu le mot mystère de cette émission, ou l'expression mystère. Migration climatique, qu'est-ce que ça vous évoque? Migration climatique, pollution. Je pense à migration, je pense à oiseaux migrateurs. C'est les animaux qui migrent d'un territoire parce qu'il fait ou trop chaud ou trop froid et qui ne supportent pas pour aller dans des territoires plus tempérés. Quand il fait froid, à Paris, on veut aller à la plage. Pour moi, c'est chercher un climat qui nous fait sentir bien. Qu'est-ce que ça m'évoque? Plein de choses. Ben oui, des mouvements de gens ou d'animaux, finalement, de toutes les espèces vivantes, de tout ce qui vit, pour s'acclimater mieux ailleurs. Changement des habitats et puis
inégalité. Tout ce qui est Bangladesh, niveau de la mer, ce genre de choses. Parce qu'avec les chaleurs qui augmentent, il y a des endroits qui vont plus être vivables, quoi. C'est des gens qui sont obligés de quitter leur pays parce que le climat il devient invivable et qu'il fait trop chaud l'été et qu'il n'y a plus d'eau, plus de nourriture, plus rien, quoi. Ça peut être pour des raisons alimentaires, pour l'eau, pour des catastrophes naturelles. Je pense qu'ils restent ou dans le même pays ou dans le même territoire. Peut-être qu'ils reviennent dans ce pays-là, peut-être en hiver quand il fait un peu moins chaud. Ça se déplace plus vers les grandes villes. Plutôt dans des pays qui sont susceptibles de les accueillir dans des conditions à peu près correctes, à la fois politiquement et climatiquement du coup. Je dirais que ça fait un petit peu effet boule de neige. On va dire qu'il y a un peu de population qui se déplace et puis ça en entraîne d'autres. Finalement, trouver un endroit un peu plus stable où habiter, ça va créer ou augmenter des inégalités qui existent déjà. Voilà, on entend un petit peu de tout. Ça vous fait Très réagir intéressant. comment? Ah oui, j'ai adoré vraiment, surtout le démarrage, parce qu'effectivement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'en a pas eu beaucoup d'émigration climatique jusqu'à présent. Donc, on a des exemples, quelques cas d'école, des grands cyclones, des ouragans aux États-Unis qui ont déplacé des populations, mais ça ou en paraît Afrique, encore irréel. ou en Asie, la question du Bangladesh qui a été... Donc oui, on a quelques exemples de comment on réagit face à un problème climatique et comment la population réagit. D'accord. Avec le réchauffement climatique, certains évoquent la possibilité de grands mouvements migratoires de population. Qu'est-ce qu'on en sait réellement sur le plan scientifique? Eh bien justement, pour l'instant, on sait peu de choses. On sait simplement que quand une catastrophe se produit, les migrations sont principalement à courte distance et de courte durée. C'est-à-dire que les gens essayent de partir le moins possible et de revenir le plus vite possible, de garder une accroche là où leur vie existe, là où ils ont leurs ressources. Pas forcément d'aller loin à l'autre bout du monde. Et ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller loin à l'autre bout du monde, en fait. Donc, vous voyez ma petite idée derrière, c'est que certains agitent souvent l'épouvantail de dire « Attention, on va avoir des mouvements migratoires des pays du Sud vers les pays du Nord ». Mais justement, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que oui, il y a déjà des mouvements migratoires des pays du Sud vers les pays du Nord, ils ne vont pas s'arrêter. Mais est-ce que la cause climatique va créer des vagues beaucoup plus importantes? A priori, les personnes qui sont troublées par le climat sont des personnes qui ont besoin d'avoir accès à leur terre, qui ont une accroche locale et qui ne vont pas forcément tout quitter du jour au lendemain. Ce qu'on constate plutôt, en tout cas, c'est migrer le moins possible et revenir le plus vite possible, voilà. Et pas forcément aller très loin pour revenir. Exactement. Et garder ses racines. Et surtout pouvoir, éventuellement, si on peut avoir des ressources ailleurs, c'est très bien, mais garder un ancrage, continuer à garder un œil sur ses biens dans la zone de départ, ouais. etc. En revanche, il y a un chiffre de la Banque mondiale réalisé, alors d'une étude réalisée en 2018-2021, on le voit s'afficher à l'écran, le changement climatique risque de contraindre 216 millions de personnes à migrer à l'intérieur de leur propre pays d'ici à 2050. Voilà, c'est très intéressant parce que là, vous avez une tentative d'estimation de ce que le climat va pouvoir faire à la migration. Et le premier résultat que montre ce chiffre, c'est qu'on s'intéresse d'abord aux migrations internes au pays. C'est-à-dire qu'a priori, on n'a pas idée de l'impact que ça peut avoir sur les migrations internationales et la plupart des déplacements seront internes. L'autre point qui est important à prendre en compte, ce chiffre peut paraître énorme, mais à l'échelle de la population mondiale, ça l'est, 8 milliards, vous voyez. C'est quand même 3 fois la population de la France. Certes, mais à l'échelle de la planète, à l'échelle de 8 milliards. Bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en fait, ces chiffres-là reposent sur des projections à la fois de population et de scénarios climatiques pour des microzones à l'intérieur des pays. Et donc, il y a quand même une incertitude, même si ces calculs ont été faits de la meilleure manière possible par des équipes les plus qualifiées qui existent. Et sur des scénarios différents. On ne peut pas tout prévoir. Voilà. Sur des scénarios différents du GIEC, sans doute aussi, les pires ou les... Oui, absolument. Mais même en termes de projection démographique, il y a une incertitude importante. Vous voyez ? D'accord. Par exemple, dans les chiffres de projection démographique à l'heure actuelle, vous avez probablement tous entendu parler des dernières projections des Nations Unies, par exemple, qui estiment la population à 2050 et puis éventuellement à 2100, au-delà de 10 milliards d'habitants. Ouais. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est la marge d'incertitude qu'il y a autour de ce chiffre. Et on va voir tout à l'heure à quel point c'est intéressant d'essayer d'estimer la population mondiale alors que beaucoup de pays n'ont pas tout à fait les outils qu'on imagine pour le faire. Tout à fait. On va y revenir. J'aimerais qu'on aille faire un tour au Kenya, dans la région de Kisii, où il y a une forte croissance et pression démographique. Est-ce que cet endroit que vous connaissez bien,
Ouais. Est-ce ça peut apporter des éléments de réponse sur les stratégies d'adaptation des populations? On se disait d'un seul coup tout à l'heure, dans une région, il va y avoir beaucoup de monde éventuellement lié à une migration. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Racontez-nous cette Je suis histoire. toujours époustouflée par ces images, mais effectivement, il y a des éléments de réponse. On est dans une région qui connaît une croissance démographique très importante et qui a connu la croissance la plus importante dans les années 70 et 80. Pour quelle raison? Parce que la fécondité était extrêmement élevée. On avait plus de 8 enfants par femme dans cet endroit-là à l'époque. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, en étudiant la population là-bas par les enquêtes que j'ai pu mener, j'ai pu voir à quel point tout était réfléchi en termes de diversification des activités par rapport aux risques. Et ça, c'est quelque chose de très important par rapport au risque climatique, par exemple. Donc le fait que les gens aient des parcelles qui aillent, par exemple, là vous ne le voyez pas très bien sur ces images-là, mais on le voyait dans la première image satellite, des parcelles en lanière qui vont du sommet d'une colline jusqu'au pied de la colline, fait qu'on peut s'adapter, on peut avoir des cultures dans les sommets qui fonctionnent quand celles, par exemple, des bas de pente ne sont pas productives. Donc il y a déjà des mécanismes en place d'un point de vue agricole, d'un point de vue d'alternance entre culture de rente et culture vivrière, et d'un point de vue aussi de la diversification économique. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans l'activité agricole, on se diversifie. C'est-à-dire que ce que j'ai pu observer, c'est que la plupart de la population, des ménages, ont des activités non agricoles qui permettent de compenser, d'apporter un surplus et qui, du coup, font que la population n'est pas entièrement dépendante de ces ressources agricoles. Donc il y a beaucoup de monde, il y a un fort morcellement des terres agricoles parce qu'il y a beaucoup de monde et on arrive à s'adapter. Ça, c'est ce que vous constatez. Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de plasticité de la société et des familles qui vont faire avec ce dont elles disposent et qui vont, en fait, ce à quoi j'ai assisté il y a quelques années, c'était le développement d'un mouvement, par exemple, de migration de faible distance. Là, vous voyez les terres cultivées juste de l'autre côté de cette limite administrative. Et à l'époque, c'était vraiment ça, le type de migration privilégiée. Et puis progressivement, ça s'est développé pour aller un petit peu plus loin, vers la ville, vers des ressources autres, vers d'autres régions agricoles du Kenya. Et en même temps, en incorporant tout ça à l'économie locale. Donc avec un changement des cultures sur place, et c'est ce qui permet en fait aux gens sur place de continuer à fonctionner. C'est ce qui permet. Et puis en parallèle avec tout ça, la fécondité a diminué aussi, les normes sociales ont changé, le mariage a changé, l'héritage a changé. Et c'est tout ça qui est très intéressant, c'est ce tout social en fait qu'on peut appréhender par l'enquête de terrain et qui va permettre d'expliquer en fait ce qu'on observe. Donc il n'y a pas d'exode qui se passe à ce moment-là, même s'il y a une démographie qui est de plus en plus importante, une croissance démographique importante. Non, pas d'exode, justement. C'était le sujet initial de ma recherche. C'était vraiment de comprendre pourquoi les gens ne partaient pas, justement. Donc on est capable, l'être humain est capable de s'adapter. Voilà, exactement. Dans la mesure où les changements sont progressifs, en fait, ils sont pris en compte. Et on s'y adapte pas forcément facilement et pas toujours très bien, mais en fait, l'être humain et les familles et les sociétés, quelque part, fait preuve de cette dynamique-là. On en parlait au début d'émission, c'est aussi, vos études, elles portent sur l'impact de la croissance démographique sur l'environnement. Moi, j'ai pris l'exemple, on en a parlé ensemble en préparant cette émission, bien sûr, de l'Ouganda. On va y aller. Alors, on ne va pas n'importe où, on va où exactement en Ouganda? Dans l'ouest. Du lac Albert, dans l'ouest, à la frontière de la RDC. Oui. Voilà, une zone qui est tout à fait dans l'actualité en ce moment, puisque c'est la région dans laquelle on a découvert du pétrole et où le pétrole est en train d'être mis en exploitation. Et donc, j'ai eu la chance de participer à un projet, en tout cas d'initier un projet là-bas qui était avec des collègues de l'IRD, des collègues des universités locales du Kenya et d'Ouganda qui sont venus travailler sur le terrain avec nous. Donc, c'était l'idée de faire un petit peu une mise au point sur la situation démographique de cette région. Donc là, il y a eu une forte augmentation démographique très, très rapide à cause du développement de l'activité pétrolière. C'est intéressant parce que c'était une zone totalement sous-peuplée, à l'écart du développement national pendant très longtemps, à tel point que ça a été une zone de réinstallation de populations d'autres régions plus densément peuplées, une zone d'accueil de réfugiés internationaux parce qu'il y avait de l'espace, parce qu'on pouvait leur donner de la terre. Et une zone de grande biodiversité, évidemment, avec des caractéristiques fantastiques au bord de ce rift est-africain.
Et donc une forêt importante. Et donc de la forêt, de la nature, des animaux. Et le but, c'est voilà. d'essayer de savoir si ça a eu un impact sur la forêt. Et donc le travail qu'on a fait s'est réorienté progressivement pour essayer de comprendre un petit peu l'effet de cette croissance démographique, puisqu'à l'époque, aussi l'un des sujets d'actualité, c'était la question de cette croissance importante et de son lien avec le mécanisme de déforestation, avec les attaques portées à la forêt, etc., dans cette région-là. Donc là, c'est la forêt de Bougoma, dont vous voyez quelques images. Et c'est très intéressant parce que quand on voit en fait cette limite entre zone de forêt et zone peuplée, ce qu'on observe comme changement en 30 ans, c'est qu'en fait la forêt a été mieux préservée, elle s'est renforcée. Malgré le couvert forestier s'est amélioré, mais en revanche, dans la zone où la population pouvait s'installer légalement, là, la déforestation a été très forte. Donc en fait, c'est dans les zones habitables. Alors là, vous comprenez tout de suite qu'il y a un appareil d'État derrière, il y a une administration, il y a des règles, il y a des incartades à ces règles, mais ensuite, il y a des retours, il y a des revirements. Vous voulez dire, il y a des règles pour dire, là, vous vous installez... On doit déforester là, pour vous pouvez donner cultiver, des terres. là, vous n'avez pas le droit. Donc, quand en Ouganda, on fixe des règles comme ça. Oui, il y a des zones protégées au titre, dans ce cas-ci, c'est une réserve forestière. D'accord. Ça peut être des parcs nationaux, des parcs avec des réserves animalières. Mais... Donc, si on fixe des règles comme ça, c'est respecté et on peut préserver des espaces. C'est pas toujours respecté, c'est pas toujours très bien respecté. Mais l'Ouganda sortait d'une période de guerre civile au cours de laquelle ça n'avait pas du tout été respecté. D'où l'état de la forêt en 1985 que vous voyez. Et après, progressivement, a remis en place un cadre pour faire respecter cette forêt avec une autorité compétente, etc., qui n'a pas toujours été parfaite dans ce cadre-là, mais qui a quand même contribué au fil des années un petit peu à ce que la situation aille mieux. Comment on peut résumer alors la conclusion de cette observation ? Ce qui est intéressant de voir, et c'est un travail qu'on a pu mener en collaboration avec le CNES, ça a été de voir qu'en fait cette reforestation sur la zone forestière, elle est notable en fait, on peut la quantifier légèrement. Dans la zone de population humaine, ce qu'on observe, c'est ce qui a été appelé la transition forestière, c'est-à-dire que le couvert forestier diminue brutalement au fur et à mesure que les gens s'installent, que les gens arrivent, mais progressivement reprend au fur et à mesure que leur sécurité foncière leur permet de planter des arbres. D'accord, donc là aussi, ça on peut nuancer en fin de compte. On peut nuancer, ça va un petit peu contre toutes les idées reçues. Alors on sait que tout le travail que vous faites, c'est pas toute seule, c'est un travail d'équipe. On essaie de le mettre en valeur, nous, dans ces émissions, ce travail d'équipe. On va accueillir tout de suite 2 doctorants qui font partie de votre équipe. C'est l'esprit d'équipe. Venez nous rejoindre, venez vous installer. On a le plaisir d'accueillir avec nous Wassi Mandamoulé. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Et à côté de vous, Léo Lipovac. Ça va, Léo? Ça va, et vous? Bon, dites-nous en 2 mots, parce qu'on va prendre le temps de revenir chacun sur vos travaux, mais vous, c'est plus, Wassi, un travail de terrain? Tout à fait. C'est un travail de terrain au Mozambique, dans une zone qui s'appelle le Bouzi. C'est un district qui a été affecté par un cyclone récemment et on va en discuter. D'accord, on va en parler. Ouais. Et vous, Léo, c'est moins le terrain, c'est plus les ordi? Voilà, donc ça va plutôt être un travail au niveau macro et on va essayer d'estimer la population à partir d'images satellites. On va y revenir. D'accord, donc vous êtes tous les 2 doctorants, c'est vous qui dirigez leur thèse? Tout à fait. D'accord, mais faut pas croire, hein, c'est des jeunes chercheurs, mais ils sont super utiles. Hein, vous exploitez complètement leurs données. C'est une richesse incroyable d'avoir des jeunes chercheurs auprès de soi. Oui. Et en plus, ça vous permet de diversifier les moyens de travailler en équipe, chacun avec des compétences différentes? Chacun travaille librement sur son travail, effectivement, mais en fin de compte, ça fait un tout. On a une mosaïque de compétences et de sujets qui s'articulent. C'est vraiment très intéressant. Alors, on commence par Wassi. Racontez-nous, rappelez-nous ce qui s'est passé au Mozambique en mars 2019. Alors, lorsqu'on parle du changement climatique, le Mozambique est un exemple emblématique en fait, des implications. Récemment, on a eu le cyclone Idai en mars 2019. En fait, ce cyclone, il a frappé le Mozambique et aussi d'autres pays de la région. L'information, elle avait commencé à circuler une semaine avant.
dans les médias nationaux et internationaux, mais d'une partie, elle a été presque dévaluée par la population. Ce qui explique en fait le bilan lourd, parce que certains, ils se sont dirigés vers les champs pour cultiver ou pour aller faire leurs travaux. Donc on parle en termes de conséquences de ce cyclone, 2 millions de personnes qui ont été affectées, 400 000 personnes déplacées. 400 000 personnes 400 000 personnes déplacées. Rien qu'à Bouzy, là où je fais mon travail, on parle de plus de 100 000 personnes qui ont été déplacées. Donc d'un seul coup, parce que c'est extrêmement violent comme phénomène, ça arrive d'un seul coup, il faut déplacer 400 000 personnes, ou ce sont 400 000 personnes qui se déplacent, qui décident de partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont-elles allées? Comment ça s'est passé? Alors, certains, après quelques jours, sont retournés aux zones de départ, mais la plupart ont été réinstallés dans de nouvelles zones par le gouvernement avec l'aide de certaines organisations non gouvernementales. La zone où a été réinstallée la plupart de la population à Bouzy s'appelle le Guaraguara. C'est à peu près une vingtaine de kilomètres de la ville de Bouzy, qui a été l'un des districts qui a été le plus affecté par ce cyclone-là. On a eu une centaine de morts, 50% de la superficie agricole affectée. C'est un district qui avait déjà des indices de malnutrition chronique élevés. Donc ça a eu des implications aussi au niveau de la sécurité alimentaire des populations. Parce que vous le dites, hein, c'est un phénomène violent qui arrive à un moment donné, mais qui a des conséquences sur les infrastructures, qui a des conséquences sur les terres cultivables, etc. Donc on pourrait se dire, peut-être que la population se dit, il faut que je parte définitivement. On en parlait en début d'émission avec Valérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des gens qui sont partis loin ou finalement ils ont voulu rester proches? Oui, en fait, les déplacements, ils se font à l'intérieur, la plupart à l'intérieur du district. C'est des déplacements internes, en fait. Les gens partent, mais surtout au moment de l'urgence. Après, à cause de l'ancrage qu'ils ont au territoire, et le fait que cette zone qui a été affectée, c'est une zone à fort potentiel agricole, que c'est la principale activité de subsistance pour ces familles-là, ils ont tendance à retourner à ces zones-là pour pouvoir poursuivre leurs activités agricoles. Parce que la région ou la zone qui a été identifiée pour la réinstallation n'a pas la même potentialité agroécologique pour l'activité agricole. Donc ça joue aussi dans la décision des ménages de retourner à la zone de départ. D'accord. Alors, le risque de cyclone, d'un cyclone aussi puissant était estimé à 1 tous les 8 ou 10 ans. Et puis, aujourd'hui, avec le changement climatique, on dit que ça pourrait être tous les ans. Oui. En fait, l'expérience des événements passés, elle joue un rôle important dans la façon dont les gens perçoivent le risque. Et ce qui se passe, c'est que la plupart de la population a une perception cyclique de la nature de ces événements. C'est-à-dire qu'avant, ces événements se passaient avec 5 ou 6 ans de séparation l'un de l'autre. Et maintenant, depuis 2019, on a des cyclones presque tous les ans. On a eu des inondations dans la même région en 2020, en 2021 et cette année encore. Donc ça devient de plus en plus récurrent. Et face à cette situation, les autorités sont obligées de prévoir, de prendre... Est-ce que c'est le cas de proposer des solutions? Est-ce que c'est le cas? Alors oui, une des solutions que le gouvernement propose, c'est justement la réinstallation, c'est-à-dire retirer ces personnes, cette population de la zone qui est cartographiée à risque vers d'autres zones dites de sécurité où le risque d'inondation serait moins présent. Mais au final, la population a une perception différente de la façon dont le risque il est imaginé et renégocié est complètement différente. Donc pour eux, le risque principal, ce n'est pas une inondation qui survient dans 2 ou 3 ans, mais plutôt d'être loin de la zone où ils peuvent pratiquer l'agriculture. D'accord.
Ça, c'est la première préoccupation. Mais vous imaginez s'il fallait laisser un espace libre là où frappe le cyclone, il frappe sur une zone gigantesque. On ne peut pas évacuer tout le monde, c'est pas possible. Oui, tout à fait. Bon, alors, en termes de disponibilité des terres, il y a cette disponibilité, mais ce n'est pas des terres non occupées. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui habitent dans les mêmes terres, qui pratiquent de l'agriculture. Et ce qui arrive, en fait, avec ces réinstallations qu'on assiste, c'est qu'ils provoquent des effets cascades sur les populations qui habitent déjà dans les zones de réinstallation. Ça veut dire qu'il y a des conflits? Exactement. C'est-à-dire il y a des gens qui arrivent et ça crée des conflits avec... Tout à fait, parce qu'eux, ils sont obligés aussi de laisser une partie de leur terrain pour donner place à la réinstallation. D'accord. Donc ça provoque déjà des conflits avec la population native. D'accord. J'imagine que c'est un phénomène complexe et qui arrive rapidement à étudier avec finalement des questions purement, j'allais dire scientifiques, mais qui relèvent aussi du territoire, qui relèvent aussi des réactions des populations. C'est sociologique, c'est compliqué à étudier. Si on veut comprendre comment les populations réagissent, c'est vraiment important d'y aller, de leur parler, de voir avec eux, de faire du terrain, de suivre les événements. Et ça, on ne pourra jamais remplacer ça, en fait. Donc ça, c'est votre travail. Vous allez y retourner sur le terrain bientôt? Oui, bientôt. Vous y allez quand? En janvier. En janvier, vous repartez là-bas pour une longue période? 3 semaines de terrain. 3 semaines où vous rencontrez les gens, vous faites des enquêtes? Des enquêtes, de l'observation, des visites participatives pour voir d'où ces gens sont partis, où est-ce qu'ils sont allés, les lieux de refuge et tout ça. D'accord, eh ben, bon courage et vous nous tiendrez au courant, j'espère, de l'avancée, mais ça doit être un long travail. Merci beaucoup. Vous savez, on va quitter un petit peu le terrain pour prendre de la hauteur tout de suite et on va parler d'une autre façon assez originale en fait d'estimer une population dans un pays, pourquoi pas une population mondiale, surtout quand on n'a pas les outils de recensement dont on peut disposer chez nous en France, par exemple. Alors, avant d'en discuter, Léo, ensemble, on est allé rencontrer les gens. Alors, on leur a posé une question compliquée. Ils nous ont dit, mais c'est drôlement compliqué, votre histoire. Mais on leur dit... comment vous feriez pour recenser la population? Ils nous disent avec un recensement. Oui, mais s'il n'y a pas de recensement, eh ben, écoutez un petit peu leur réaction. Ouais, c'est une sacrée école, ça. Là, tout de suite, non. Je vois pas. Je sais pas, faudrait y aller et compter, non? Je sais pas, en évaluant comment peut-être les ressources en eau sont consommées. Par rapport au lieu de culte, ça pourrait déjà être quelque chose d'intéressant à faire. Par rapport à l'école, par rapport aux naissances finalement dans les hôpitaux si c'est possible. J'imagine qu'ils regardent à peu près les taux de natalité et les taux de mortalité et puis ils doivent faire un petit coup de stats magique et de modélisation pour voir comment ça se goupille. On recense à peu près au kilomètre carré et après on fait des multiplications. Peut-être qu'il y a des recensements que les gens font eux-mêmes dans leur lieu d'habitat, donc peut-être qu'aller parler aux gens tout simplement ça pourrait aider à avoir une idée plus précise. Toujours un chef de village qui existe quelque part. Un maire, chef de tribu, un maire. Oui, c'est bien. Avec des outils scientifiques, non là j'avoue que j'ai aucune idée. Peut-être même avec des trucs comme les images satellites de la taille des villes, en imaginant une certaine densité de population. Par rapport peut-être au nombre de bâtiments, déjà la taille si c'est des villages ou des villes peut-être. Juste compter combien de petites maisons dans la campagne ou des trucs comme ça j'imagine. Il faut les vacciner avec la 5G à l'intérieur, avec 5 doses et puis les suivre par Google, je sais pas quoi. Il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes idées. Léo Lipovac, merci d'être avec nous. C'est quoi votre formation au départ? J'ai fait une licence de mathématiques à la base et après j'ai fait un master de mathématiques appliquées aux sciences sociales et à la démographie. Et donc c'est il y a 3 ans maintenant que j'ai découvert la démographie et que j'ai commencé à travailler sur l'estimation de population à partir d'images satellites. Donc la bonne réponse, c'est à partir d'images satellites. C'est possible, effectivement. Oui. C'est possible. Alors, d'abord, une question essentielle. Pourquoi on utilise les images satellites? Parce que nous, en France, on se dit, bon bah ça va, c'est combien en France? Tous les combien qu'on passe chez nous pour nous dire vous êtes combien dans la famille et tout? Tous les 5 ans à peu près. Tous les 5 ans. Tous les 5 ans, nous, on a un recensement, on sait à l'unité
Alors, c'est plus un recensement exhaustif, comme sont les recensements classiques qui sont pratiqués dans les autres pays, Ouais. puisque c'est un échantillon de la population dans les grandes villes qui est enquêté. D'accord. Voilà. Bon, alors chez nous, ça marche, mais il y a plein de pays où ces recensements ne sont pas faits, où il y a des gros trous dans la raquette. C'est par période aussi, c'est le cas. Exactement, oui. Par exemple. Donc c'est une des principales problématiques. On va principalement travailler sur les pays à faible et moyen revenu en Afrique. Et donc au mieux, généralement, on va avoir un recensement tous les 10 ans. Mais il se peut que ça peut être un peu plus vieux. Et donc par exemple, pour la République démocratique du Congo, le dernier recensement, il date de 86. Donc ouais, là, ça on fait voit loin. qu'il y a on a vraiment des difficultés à savoir où est la population et on sait qu'aujourd'hui c'est très important pour mettre en place des politiques publiques au niveau du logement, des transports, de la santé et donc on a besoin de connaître cette répartition de la population de manière précise. Madagascar, vous m'aviez dit, entre 93 et 2018, pendant 25 ans. C'est ça. Ça. Et en 25 ans, dans ces pays-là, la population a doublé en fait. C'est Donc, ça. Globalement, mais aussi en termes de répartition de la population, il y a des changements très importants qui ont lieu et pour lesquels on n'a pas d'outils si on n'a pas de recensement. Ben oui. Donc Léo, on va voir comment vous travaillez. Vous partez d'images satellites, d'abord qui sont en accès libre. C'est ça, donc on part d'images satellites en accès libre. Au fait, on utilise les images Sentinelle du programme Copernicus, qui est le programme de l'Agence spatiale européenne, donc de l'ESA. Et donc avec ces images, on peut avoir une image satellite de n'importe quelle zone géographique tous les 5 jours. Donc par mois, on va en avoir à peu près 5 et dans l'année, on peut en avoir une soixantaine. Et donc après, avec les algorithmes de Diginov, l'entreprise avec laquelle je travaille, on va au fait, avec toutes ces images sur une année ou encore plus, on peut remonter jusqu'à 2015, on va essayer de caractériser toutes les zones de bâti. On peut peut-être le voir ici sur les images, on va essayer de caractériser les zones de bâti qui sont visibles pour après former des agglomérations et reconnaître toutes les villes, tous les villages qu'il peut y avoir dans le pays qu'on veut étudier. On va voir les principales étapes. Racontez-nous, commentez-nous ces images. Voilà, c'est ça. Donc ici, on a une image de très bonne qualité en haut. Et donc, on peut voir toutes les zones de bâti qui sont visibles. Ça a l'air d'être une très grande ville dans la région d'Abuja, au Nigeria. Et ensuite, nos algorithmes tournent. Et avec toutes les images, une combinaison d'images en saison humide et en saison sèche, on arrive au fait à détecter presque toutes les zones bâties. Je ne vais pas dire toutes, mais on essaye d'être au maximum le plus précis. Et donc, notre but, après, c'est d'apposer une population à ces agglomérations qu'on arrive à détecter. Non mais ok, alors je vais vous poser une question simple. Vous avez le bâti, mais qu'est-ce qui vous dit que la maison elle est habitée et par combien de personnes? Ah ça c'est plus compliqué. Donc, oui, mais... Donc, des fois, en fait, ça va être des questions un petit peu... on va dire que dans les milieux très urbains et là où il y a beaucoup d'habitations, on est à peu près sûr qu'il va y avoir de l'habitat. Et c'est vrai que comme vous le dites, ça peut être un peu résiduel de temps en temps dans les milieux ruraux. On peut ne pas savoir des fois et c'est vrai qu'on peut se tromper. Mais statistiquement, on va essayer de s'y retrouver. Et donc sur cette photo ici, sur la photo précédente... Si on peut revenir, oui, merci. Ici, c'était une grande agglomération de la région d'Abuja. Et on avait fait un panel de couleurs. Et donc plus la couleur était rouge, plus la densité était forte. Et donc ça voulait dire que les habitats étaient serrés. Potentiellement, il y avait beaucoup d'auteurs. Et donc là, on comprend que plus les habitats vont être denses, plus il va y avoir de la population. D'accord. Quelles sont les principales sources d'erreurs possibles pour vous? Et les difficultés? Les difficultés, c'est que donc nous, au début, pour créer des modèles démographiques, on va être obligé de se servir de recensement. Donc par exemple, c'est pour ça que ma thèse, elle porte sur le Kenya, parce qu'ils ont eu un très bon recensement en 2019. Et donc notre but, au fait, vu qu'il est très précis, leur recensement, ça va être de servir des populations qu'ils ont décomptées au niveau des départements. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est désagréger cette population au niveau de toutes les agglomérations qu'on a trouvées. Donc le Kenya, on sait qu'ils ont un bon recensement, c'est fiable. C'est ça. Vous développez votre modèle à partir du Kenya pour voir si ça correspond, si ça marche. Exactement, c'est ça le but, c'est de s'entraîner, avoir des modèles démographiques qui sont de plus en plus précis. Statistiquement, on va s'entraîner et ensuite on va vouloir s'entraîner sur des nouvelles données. Et à la fin, on veut comprendre à quel point et avec quel taux d'erreur, bien sûr, parce que vous me le disiez, c'est super important. Il faut savoir dire à 5%, à 10%, on va être bon ou pas bon. C'est très important et ça, on le développe. Il y aura forcément une petite marge d'erreur. Évidemment, bien sûr. D'accord. Il y a déjà un programme des Nations Unies qui a développé, ça s'appelle World Pop. Exactement. Vous voulez faire quoi par rapport à ce qui existe? Alors, je m'inspire énormément des travaux de World Pop, bien sûr.
Ils travaillent au fait un petit peu différemment. Eux, ils vont quadriller tout un pays et ils vont donner la population au niveau du carré de 100 x 100 mètres, un pixel de 100 x 100 mètres, ils vont donner la densité de population probable dans ce carré-là. Et nous, on fonctionne d'une manière différente. Comme on l'a vu, on veut donner la population au niveau des agglomérations de zones bâties. Donc c'est un peu une approche un peu différente, mais on va essayer d'utiliser les mêmes méthodes pour y arriver. D'accord. Rappelez-nous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pourquoi c'est important, à quel point c'est important d'avoir pour les gouvernements un recensement, une localisation assez précise des densités de population. Pourquoi c'est important et surtout d'y avoir accès de façon pas trop chère, quoi. C'est ça, exactement. Donc comme Valérie l'a dit, on a une population en Afrique qui évolue énormément, notamment dans les pays à faible et moyen revenu. Et donc on a besoin pour les gouvernements et pour la population d'avoir des politiques publiques qui vont être fiables pour le logement, pour le travail, pour la santé. En cas de catastrophe naturelle. En cas de catastrophe naturelle, notamment au niveau de la montée des eaux, on a besoin de savoir aussi, je crois qu'on l'a vu dans une première mission avant, mais aussi avec la caractérisation du bâti, on peut faire des phénomènes, savoir à quel point la montée des eaux va impacter les habitants et pouvoir modéliser le nombre de gens qui vont être impactés ou non par ces problèmes. Donc c'est très important de connaître. Vous êtes doctorant, on aura les résultats de votre travaux. Quand est-ce que votre modèle sera opérationnel, Léo? Alors j'espère, normalement une thèse c'est 3 ans, ça fait 1 an que je travaille dessus, donc on imagine dans 2 ans, donc en fin 2024. Donc on vous revoit dans 2 ans et vous nous dites bingo, ça marche. C'est ça. Valérie, c'est incroyable, pour étudier la démographie, il faut utiliser finalement plein de méthodes différentes, les stats, les images satellites, les enquêtes de terrain. Voilà, toutes les sources peuvent être mobilisées. Vous voyez qu'on travaille, Ouassitissa fait une thèse de sociologie, Léo tire sur les mathématiques appliquées depuis la démographie. On travaille avec des gens qui font du terrain, des gens qui travaillent sur des données d'enquête, des gens qui travaillent sur les images satellites, c'est super. D'accord. Ouais. Et en même temps, vous dirigez combien de thèses comme ça? Vous Au les total suivez? Ouais. Question piège. En ce moment, 8. 8 thèses. Ouais. Et vous voyez souvent, vous faites le point souvent ensemble? Avec moi? Ouais, bah oui. Ça dépend des moments, mais oui, on se voit régulièrement. Vous êtes tous les 3 installés à... Léo est à l'INED Ouais. et on se voit physiquement. Donc à Paris. Voilà. Et vous êtes à Marseille. Et Ouassitissa est en fait au LPED, elle est à Ou Aix-Marseille au Mozambique, Université parfois. ou au Mozambique, et donc on se croise à Marseille, puisque moi je suis dans les deux, à la fois au LPED et à l'INED, selon les moments. Voilà. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission et de nous avoir appris tout ça, d'avoir partagé vos passions et vos connaissances. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Science en direct.